Mesdames et messieurs, chers collègues, j'ai eu à présider un atelier autour d'un thème administré, encadré et réprimé, où l'armée était au cœur des interventions et du débat. La première intervention était c'était un texte de Jacques Frémaux que j'ai lu et qui malheureusement est absent et qui portait sur l'Algérie coloniale, la constante militaire dans le pouvoir français. Donc cette constante militaire dans l'Algérie coloniale, Jacques Frémaux la souligne avec force. Au début de la conquête, bien entendu, où l'armée a été invitée a été amenée plutôt à jouer un rôle essentiel, et puis à nouveau, donc à partir au lendemain donc du 1er novembre 1954, où l'armée a été invitée à rétablir l'ordre et la sécurité en Algérie. Il insiste énormément sur les effectifs. Les effectifs mobilisés, et il fait un parallèle entre le temps de Bugeaud et le temps de la guerre d'indépendance, la guerre de libération entre 1954 et 1962. Donc d'énormes effectifs et il insiste secondement sur la répartition des responsabilités, ces responsabilités accrues sur le terrain, au détriment, surtout pendant la guerre d'indépendance, au détriment de l'autorité civile. Et donc l'autorité militaire va se trouver investie de l'ensemble des pouvoirs, ce qu'on appellera, bien entendu, les pouvoirs spéciaux. Donc c'est une note assez synthétique. J'allais dire que c'est un texte qu'il faut lire, qu'on peut lire, et on sent qu'à l'ombre de son ouvrage Les bureaux arabes. Donc une espèce de fascination pour le rôle de l'armée à la tête des bureaux arabes. Et puis bien entendu, quand il arrive au moment de la guerre, je dirais pas fascination, mais un rôle essentiel qu'il attribue aux SAS, ces fameuses sections administratives spécialisées. Il insiste beaucoup sur les aspects humanitaires, homais et occultes bien entendu, les autres aspects qui sont parfaitement douloureux et qui, dans le souvenir des Algériens, ne sont pas du tout agréables à rappeler. Le deuxième texte est celui de Belkacem Racham, que nous connaissons parce qu'il a fait un travail sur les militaires nord-africains dans l'armée française. Donc, au-delà de l'engagement et du loyalisme, disons, des troupes nord-africaines et dont les Algériennes font partie, durant la Deuxième Guerre mondiale. Il a souligné avec force les inégalités et les discriminations vécues donc au sein de la troupe, mais pas simplement au sein de la troupe, également dans le personnel peut-être restreint que nous ne mesurons pas du tout aujourd'hui encore, c'est-à-dire le nombre de ceux qui avaient le rang d'officier ou de sous-officier. Au-delà des questions matérielles, c'est-à-dire l'absence de parité des soldes, donc de l'absence d'égalité dans le traitement, il y avait d'autres discriminations, dont la surveillance qui pesait énormément, donc ne serait-ce que sur la correspondance des troupes dites indigènes, donc de celles qui venaient de l'Afrique du Nord. Il a beaucoup insisté donc sur la promotion limitée et sur l'exclusion aussi de ces soldats venus d'Afrique du Nord, du maniement des armes techniques, style aviation, marine, transmission, etc., etc. Ceci dit, au-delà du loyalisme de ces troupes, il y a eu quelques mutineries revendiquant l'égalité des droits et des traitements. Et pour rappel, la mutinerie qui a eu lieu à Maison Carrée El Harrach aujourd'hui, donc au début de l'année 1940 ou 41, je n'ai plus le souvenir. Enfin, Raphaël Branche a évoqué une singulière expérience qui a été tentée par l'armée française
en pleine guerre d'Algérie pour essayer d'attirer de nouveaux pionniers qui sont issus des soldats du contingent. Et pour ce faire, l'armée française a mis a mis en place un comité armée jeunesse d'Algérie, le CAJA, donc une structure pour accueillir, conseiller les soldats candidats à s'installer en Algérie, avec bien entendu un certain nombre de mesures qui les incitent justement à choisir de s'installer en Algérie, des primes et autres avantages, style des crédits, avec des taux avantageux, etc., etc. Ceci dit, cette expérience n'a pas attiré quelques milliers de jeunes gens, donc démobilisés, qui ont choisi de rester en Algérie, mais qui, au final, s'est plutôt soldé par tout à fait un échec. Donc ces nouveaux colons d'un nouveau genre, en pleine guerre d'Algérie, imaginez... qu'on a imaginé pour essayer de compenser, dit-on, le départ de nombreux, ce qu'on appelle les FSE, c'est-à-dire les Français de souche européenne, les départs qui ont commencé en 1954 et qui se sont étalés pendant toute la guerre. Et cette expérience, donc, n'a pas du tout réussi. Autre aspect intéressant, ces ces ex-soldats démobilisés, donc nouveaux pionniers en Algérie, bien entendu, ne sont pas restés insensibles au contexte de guerre et surtout à l'évolution rapide des années 60-62 et donc, bien entendu, ont suivi les courants, se sont positionnés par rapport à l'OAS, qui par rapport aux gaullistes, etc. etc. Donc voilà l'essentiel des communications que nous avons entendues ce matin, donc autour de cet atelier administré, encadré et réprimé. Voilà, je vous remercie. Pour ma part, j'ai eu l'honneur et le plaisir donc de coordonner l'atelier intitulé « Du beylik ottoman au pouvoir français ». Et nous avons eu là 4 communications extrêmement riches, denses, passionnantes, qui nous ont fait traverser plus de 2 siècles d'histoire, puisqu'on est arrivé à l'Algérie de 62, notamment avec la communication de Werner Ruf, qui posait la question de l'État en Algérie après 62. Donc Mohamed Harbé ce matin a parlé de domination et en disant qu'il fallait se remettre dans une perspective de longue durée, d'une histoire de longue durée, du passé long de l'Algérie, pour comprendre la colonisation et le fait colonial en Algérie. Je crois que c'est une idée extrêmement importante de revenir au passé le plus lointain, et en l'occurrence dans cet atelier au passé turc, à l'Algérie turque. Dans cette perspective, les communications de ce matin ont montré, qu'en dépit des ruptures dont on a parlé dans les débats, l'effet de continuité historique du point de vue des conséquences de la domination aussi bien turque que coloniale. S'agissant de la domination turque, il faut relativiser, et d'ailleurs André Nouchi a parlé, a donné l'exemple par exemple du Bey Ahmed qui est resté 10 ans à résister à l'invasion coloniale, à l'invasion française, puisqu'il a eu le soutien des populations locales pendant 10 ans. Donc Fatma Zahra Guechi, qui a été la première intervenante, a montré comment s'est faite la transition du beylik à la province coloniale. Après avoir fait un bref rappel historique de l'organisation du beylik, elle a essayé de montrer comment l'occupation coloniale a bouleversé l'ordre établi et comment deux modèles de colonisation se sont affrontés. On a parlé de période de tâtonnement, mais en fait, comment 2 modèles de colonisation se sont affrontés entre administration directe et administration indirecte. Elle a mis l'accent, justement, du point de vue de ces continuités, sur la logique de la colonisation qui a consisté à assimiler les institutions locales et du même coup elle les a fossilisées en les instrumentalisant et en les assimilant. La seconde communication qui était celle du professeur André Nouchi
est tout à fait dans cette analyse de la continuité, bien qu'elle traite d'une période 1865-1870, période cruciale, période de crise économique multidimensionnelle en Algérie. Et l'analyse détaillée d'André Nouchia consistait à montrer quelles étaient les logiques du développement du capitalisme colonial et à essayer de l'appréhender à la fois à travers la mise en place de ces catégories économiques de l'économie moderne, de ces dispositifs, des lois, de ces institutions. Et notamment, il a mis l'accent sur la loi de 1863, enfin le Senatus Consul de 1863, et en montrant effectivement aussi dans le débat après le lien qu'avait ce Senatus Consul, qui avait déjà commencé à déstructurer la propriété collective, la propriété arche, avec la loi Varnier de 1873. Il a montré l'effet dévastateur des lois coloniales sur la société locale, la dislocation de la société locale et ses conséquences, famine, disons, quasi-disparition. Je mesure, puisqu'il a donné des statistiques, 1/5 de morts pendant la période. Donc, cette période est assez cruciale du point de vue donc, de la marginalisation de ce qu'on appelait la société indigène. Alors, le troisième exposé, dans les débats, peut-être, on est revenu sur à travers l'exposé de Nouchi, sur effectivement le fait qu'il fallait nuancer, que du point de vue des lois, les lois n'avaient pas eu d'effet, disons, généralisé sur l'ensemble de la société algérienne, mais qu'il fallait distinguer entre territoire du Nord, territoire du Sud, type de propriété, propriété melk et propriété hache. Et M. Butin a été intervenu pour montrer une spécificité de la région du Nord, de la région d'Annaba. Le troisième exposé, toujours dans ses continuités, c'est celui de M. Didier Guignard, qui met l'accent sur la période de la Troisième République, et notamment la période 1890, en montrant que la République coloniale, comment à travers la République coloniale se sont développés des processus de corruption. Et je crois que là, c'est extrêmement intéressant et novateur. Comment la genèse administrative des années 1890-14 aboutit à une violence ordinaire, c'est-à-dire à des abus de pouvoir généralisés en Algérie, quotidiens et impunis selon ces termes, et comment, disons, cette corruption met en contradiction, met en lumière les fortes contradictions du régime républicain en situation coloniale. Et comment, d'ailleurs, cette corruption, et ça a été dit dans le débat, cette corruption a eu des effets d'induration, puisqu'on a parlé même, André Nouchi a rappelé les élections pendant les périodes coloniales où il lui-même était candidat à Constantine. Donc, effet de corruption qui a démarré sur ces années 1880-1914. Le quatrième exposé est un exposé donc qui était lu par M. Frédéric Abécassis, qui est un exposé qui renvoie à la question de l'État algérien après 62, mais dans une histoire de perspective effectivement de longue durée et de caractéristiques qu'a eu cet État qui apparaît extérieur à la société. On a parlé de hukuma et de méfiance des populations, notamment à travers l'enquête de Werner Ruff dans l'Oranie, comment les populations étaient en porte-à-faux, décalées par rapport à ce pouvoir, cet État, et comment, en fait, cet État n'était, selon Werner Ruff, que la conséquence d'une prise de pouvoir par une fraction, disons, de l'armée ou du FLN, et comment cet État s'est construit en décalage avec la société, et sur quelles ressources notamment, l'accent a été mis, sur quelles ressources il a construit sa légitimité, toujours contestée. En fait, donc, on a débouché sur ce débat autour de la nature sociopolitique de l'État après 62,
Et ça nous a mis dans les débats actuels. Donc voilà l'ensemble des communications, sachant d'ailleurs que c'était extrêmement riche et qu'elle renvoyait beaucoup à la fois des questions extrêmement précises sur la place des minorités pendant ces périodes, sur la contemporanéité de ce qui se passait en Algérie par rapport à la Méditerranée, je crois que c'est André Nouchi qui en a parlé, sur la comparaison par rapport à la Tunisie et au Maroc, et tout ça a été dit dans les débats. Voilà, je vous remercie. Je vous présente les communications qui sont intervenues tout à l'heure à la session thématique pouvoir d'État et État. La première, c'est celle de Fanny Colonna et de Christelle Tarot, qui nous a montré comment des lois françaises, qu'il s'agisse du décret Crémieux, du Code de l'indigénat, de la loi de 1889 sur la naturalisation, avaient apparemment produit un bloc européen, mais apparemment seulement. Et ce bloc n'a jamais existé que produit par le projet et le système colonial et par le fait que ce bloc a existé face à la minorité globalement dominée. Il n'y a en réalité jamais eu parmi les Européens une seule communauté, mais, je cite, une mosaïque querelleuse et sans règles. Témoigne de la faiblesse des analyses, la faiblesse de la littérature, nous dit Fanny Colonna, sur un fond d'ignorance, et aussi la faiblesse de la sociologie dont elle a parlé à propos notamment de Bourdieu. Il y a globalement une histoire légitime, c'est celle des Algériens, ce qu'on appelle désormais les Algériens depuis déjà pas mal de lustres, et une histoire illégitime dans laquelle tout est évacué par le rôle historique fondateur de la guerre de libération nationale qui remplit tout l'espace et qui évacue tout le reste. Cette société était une hiérarchie implacable, elle était constituée d'une multitude de strates, donc pas du tout un bloc. Il y avait au sommet les Français de souche, il y avait en dessous les Italiens, en dessous les Espagnols, les Maltais et globalement en dessous le peuple algérien et quelque part entre les deux, les Juifs d'Algérie. La question qu'ont posée les deux intervenantes était pourquoi ce bloc n'a pas rejoint ses infériorités de fait avec le peuple algérien. Simplement, elles ont été solidarisées par le système colonial, même si ces Européens n'ont jamais foncièrement voulu et toujours voulu devenir français. Des indices importants existent de la volonté de rester italien, maltais, plus encore peut-être espagnol. Les recherches qu'elle se propose de mener ou de conduire avec des groupes de recherche concerneront les rapports sociaux de sexe, le rôle des femmes, s'engageront vers l'histoire, disons, de gens très ordinaires, une microstoria à l'algérienne, sur l'analyse des rapports sociaux entre ces minorités méditerranéennes. Bref, vaste programme. En tout cas, nous avons beaucoup appris et ça a fait l'objet d'un certain nombre de questions sur la dénomination coloniale des Algériens et sur le devenir des communistes et des Juifs d'Algérie, dont certains ont rejoint l'OAS en 1961-1962. On a posé la question pourquoi parle-t-on des Juifs d'Algérie alors qu'on ne parle jamais des Juifs du Maroc et des Juifs de Tunisie, mais des Juifs marocains et des Juifs tunisiens. Il y a eu différentes remarques invitant à la prudence de la conceptualisation. Bref, un exposé qui a beaucoup fait parler et réfléchir. Il y a eu ensuite un exposé de Ammar Mohamed Ammar sur le FLN à l'été 62, le pourquoi d'une crise. Ammar nous a montré le FLN avec toute la difficulté qui a été la sienne de construire un parti avec l'échec de Abban, jacobin, qui est éliminé politiquement dans l'été 1957 et qui est éliminé physiquement le 27 décembre 1957. Pourquoi finalement l'échec de la Soumam? Il a montré quelles avaient été les limites politiques des chefs maquisards, ceux qu'on dénomme sous la dénomination vulgaire de 3B, Belkacem Karim, Lahrar Ben Tobbal et Abdelhafid Boussouf.
Et il a montré que ces 3B eux-mêmes, dans la constitution d'un système de pouvoir, d'appareil de pouvoir militaire, s'étaient eux-mêmes fait dépasser à l'issue du CNRA de Tripoli, fin 59, début 60, par l'état-major général qui a de plus en plus et très rapidement constitué un contre-pouvoir au gouvernement provisoire de la République algérienne, si bien qu'on peut dire que dès août 1961, après le deuxième CNRA de Tripoli, le GPRA numéro 3, dirigé par Ben Youssef Makhedda, est en quelque sorte, je cite, un gouvernement en sursis. Et c'est grâce au retour triomphant de Ahmed Ben Bella que, en juillet 1962, finalement, le politique est disqualifié, que se produit l'implosion du FLN historique et que se constitue la mise en place du système de pouvoir de l'Algérie contemporaine. Là, quelques questions ont été posées, notamment une question de Fanny Colonna, pas vraiment perfide, mais quand même un tout petit peu. Il a demandé où était Aban Ramadan lorsque la lutte de libération a été déclenchée. Et tout le monde savait que, c'est évidemment ce qu'a répondu Ammar, qu'il était en prison. Reste entière la question de savoir si Aban avait vraiment en projet le déclenchement de la lutte armée. Moi, je pense que oui, mais il n'a pas été sûr de la réponse. Et moi, j'ai posé une autre question. Pourquoi ce dénouement, en définitive? Pourquoi cette impossibilité de cette Algérie jacobine incarnée par Abban? Pourquoi l'échec d'une conception constitutionnelle de l'État représentée par Ben Youssef Makhedda? Bref, pourquoi le rapport de force a-t-il tourné ainsi? Mais il n'y a pas eu vraiment de réponse, parce que je crois qu'il n'y a pas de réponse à avoir, sauf à intensifier les travaux d'histoire. Enfin, l'exposé de Tahar Khalfoun, qui est juriste, nous a parlé du devenir de la domanialité publique en Algérie de l'époque coloniale et même de l'époque antécoloniale, jusqu'à nos jours. Il a montré qu'à la veille de 1830, il y avait, concernant la domanialité, tout un enchevêtrement qui était dû aux différents statuts existants, les biens melk, les biens arsh, les biens waqf, les biens behlik, les biens marzen. Il y avait bien ce qui pouvait porter l'anticipation d'une future domanialité, notamment par ce qu'il a appelé le mulki al-amma, comment on peut dire, la propriété du bien public, quelque chose comme ça. Il a montré ensuite que la théorie juridique du domaine a été créée en Algérie par la loi de 1851 sur la propriété foncière en Algérie, et cette loi, assez curieusement, est restée longtemps éloignée du droit positif métropolitain. Il s'est agi purement et simplement, dans le procédé de la domanialisation des biens, d'une annexion pure et simple par l'État. Et cette théorie juridique a été appliquée en Algérie avant de l'avoir été en France, et même dans les colonies avant de l'avoir été en France, et qu'elle l'a été aux fins de l'implantation coloniale. Et elle ne l'a pas été en France, au moins à ce moment, pour la raison suivante, c'est que son application en Algérie est apparue aux observateurs français si abusive, si scandaleuse, qu'elle a suscité des réticences et des craintes terribles pour son application au domaine français. La conception dualiste, domaine public, domaine privé, en Algérie a été pratiquement reconduite au moment de l'indépendance en 1962, si ce n'est que l'extension de la domanialité publique à des biens extrêmement divers a été réalisée. Par exemple, des habous du domaine ont été rattachés au domaine public. Sont venus se surajouter des éléments de conception socialiste, et on a assisté à ce que Tahar a appelé une espèce de juxtaposition et non pas à une harmonie, avec parfois même des contradictions entre des éléments du système différents. Après 1984, et j'en termine, la conception dualiste a été officiellement abandonnée, et il y a eu création de 5 catégories, théoriques du moins, juridiques, mais a subsisté dans les faits la pluralité des régimes juridiques, la domanialité ayant été réhabilitée en 1990, mais désormais la dualité de fait existe, car il y a la réhabilitation. Derrière cette réhabilitation de la dualité,
il y a toute la volonté maintenant de faire réintégrer par la société, de privatiser toute une série de choses qui auparavant relevaient du domaine public. Il y a eu quelques questions qui ont été posées, notamment sur le rachat éventuel par des Européens d'Algérie de biens en Algérie. On a posé la question de savoir ce qu'en disait le droit algérien. Et la réponse qui a surpris peut-être un peu l'assistance, c'est que c'était extrêmement difficile d'en avoir une lecture juridique, dans la mesure où les accords d'Évian n'ont jamais été inscrits dans aucun texte législatif algérien. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas illégaux, ils sont allégaux. Ils n'existent pas en droit algérien. Moi, j'ai appris quelque chose aujourd'hui que je ne connaissais pas. Voilà, je crois que c'est à peu près tout ce qui s'est dit. Alors, notre atelier était renvoyé au soubassement économique. Je m'étonne de cette catégorie qui appartient à je ne sais quelle pensée, comme s'il y avait 3 instances où une construction de la base serait économique. Heureusement, toutes les interventions ont été des interventions qui ont expliqué ce qui était premier, c'était le rapport colonial, et que dans cette inégalité, il y avait des transformations de la société, des secteurs économiques et des continuités de discrimination jusqu'à aujourd'hui. Alors, deux premières exposés. C'était l'exposé d'Hubert Bonin, qui est l'auteur d'une thèse qui vient d'être publiée, Histoire du crédit foncier d'Algérie et de Tunisie, 1880-1997. Je cite le travail parce que vous voyez que le compartimentage entre l'Algérie et la Tunisie n'était pas encore réalisé. Nous étions sous le règne de ce qui s'appelait la Banque d'Algérie et de Tunisie. Et que l'histoire algérienne coloniale, c'est aussi progressivement un enfermement dans le cadre administratif qui va devenir le cadre de l'État algérien. Alors, ce Hubert Bonin présente son exposé comme un exercice d'histoire contrefactuelle. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se serait produit si on n'avait pas l'unique aboutissement que nous constatons. On peut toujours dire que c'est un raisonnement par l'absurde, mais ça permet peut-être de poser des questions. Et dans cette histoire contrefactuelle, l'idée clé ou l'idée générale, c'est la question suivante. Pourquoi, avant la colonisation, pendant la période coloniale et jusqu'à aujourd'hui, en Algérie, il n'y a pas, ou il y a dans un état de faiblesse, pour ne pas brutaliser les choses, il n'y a pas d'économie de marché algérienne. Pourquoi il y a cette faiblesse à travers les périodes historiques de l'éventuelle mise en place d'une économie de marché à travers l'histoire de l'Algérie colonisée, mais déjà avant. Parce que dans un premier temps, Hubert Bonin se pose la question du retard. Est-ce qu'il y avait retard avant, un retard proto-colonial? Donc, est-ce qu'on retrouve des équivalents de proto-commerce, comme l'on dit maintenant, ou de proto-industrie, comme l'on dit maintenant, en ne visant en général que de l'artisanat? Mais surtout dans sa question, comment y avait-il avant des mécanismes financiers ou bancaires qui auraient permis une insertion du développement de l'économie de marché? Alors, si j'ai pu dire, la question n'a pas été approfondie parce qu'on en est un petit peu resté à comment l'esprit capitaliste vient aux filles, quoi. C'est une forme dérisoire de Weber, quoi. Donc, comment l'esprit capitaliste n'était-il pas entré dans les esprits de la société algérienne précoloniale? Bon, continuons sur cette question, mais vous voyez, ce qui me trouble, c'est cette espèce de déplacement de l'analyse des contradictions ou des rapports inégaux vers une interrogation qui prend un tour psychologisant ou idéologisant, en dire c'est les mentalités, donc on va retrouver des textes coloniaux disant les Arabes ceci, l'islam ceci, etc. Vous voyez le risque de dérive qui est contenu à travers ce point. Deuxième, parce que je donne mon opinion en même temps.
C'est pas la peine que je le dise, tout le monde le sait. Deuxième point très important, celui-là. Pourquoi, dans la période coloniale, ne s'est-il pas constitué une classe marchande ou une classe d'opérateurs monétaires et d'opérateurs financiers algérienne? Donc, c'est une question très importante puisque c'est presque quelle est la constitution des classes en Algérie et quelle est la déperdition, y compris même dans le cas d'une éventuelle bourgeoisie algérienne qui aurait été à la fois, comme toute bourgeoisie du reste, à la fois nationale et comprador. Donc, elle a existé, mais elle a existé en mineur et elle existe encore, et peut-être qu'elle devient majeure. Mais il y a quand même un problème historique très important derrière cette question, mais on le retrouvera tout à l'heure à travers l'exposé d'Ahmed Edni, puisqu'il est revenu sur cette question. Alors, une des explications de Hubert Bonin, c'est que le modèle bancaire, elle est pratique même, et le modèle bancaire à travers une possible capitalisation et entraînement, si j'ai pu dire, des Algériens et des capitaux algériens dans un secteur monétaire et bancaire moderne. Bon. Ceci ne s'est pas produit, je tranche encore, parce que le modèle monétaire introduit par ces grands groupes bancaires et porté par l'État colonial, somme toute, a été accapareur des ressources produites ou des bénéfices produits et de la diffusion de son modèle, et il n'y a pas eu véritablement une appropriation algérienne de ce modèle, puisque ce modèle ne relevait, on pourrait presque dire, du rapatriement métropolitain ou de l'exercice métropolitain dans un secteur colonial directement dépendant de la métropole, avec un grand problème historique qu'on n'a pas réglé, mais qui est un problème historique important. À partir de quand, précisément, y compris ces groupes bancaires, ces groupes financiers, sortent-ils du pacte colonial, de cette espèce de protectionnisme français pour s'élargir aux formes mondiales ou sortir, somme toute, de l'Algérie française vers la situation postcoloniale que l'on connaît maintenant? Cette question est posée très fermement aujourd'hui et du reste rejoint d'autres exposés. Le deuxième intervenant, donc Ahmed Edni, sa contribution a pour titre « Le système fiscal colonial et la dynamique d'identification communautariste en Algérie entre 1830 et 1918 ». Alors, Ahmed Edni expose avec des tableaux, il a même fait des graphiques à partir de ces tableaux, les répartitions, expose en quelque sorte le développement de l'imposition, du prélèvement fiscal sur les Algériens, puisque jusqu'en 1914, les colons, au sens propre du mot, le colon agricole, ne payait pas un gramme d'impôt en matière de prélèvement fiscal relevant de la fiscalité agricole, si j'ai pu dire. Donc, cette question couvre bien sûr l'inégalité dans le prélèvement fiscal qui était outrancière avant 1914. Alors, c'est très important, cette introduction du prélèvement fiscal, on pourrait presque dire de la dislocation, de la paupérisation de la société algérienne par le moyen du prélèvement, parce que c'est un prélèvement colonial de l'État colonial, somme toute. Et ce prélèvement a une très grande importance précisément dans les dislocations de la société algérienne, alors que jusqu'à aujourd'hui, presque 90% des travaux ne s'intéressent qu'à la propriété terrienne qui a été confisquée, appropriée, etc. Et on sous-estime, il y a déjà eu des travaux, et c'est une voie à continuer, on sous-estime en quelque sorte la voie, disons, étatique française de la paupérisation, même si c'est par relais colonial, de la paupérisation de la société algérienne par les impôts. Mais deuxième temps de l'exposé, si je puis dire, d'Ahmed Edni,
Ahmed Enni reconnaît qu'une évolution se produit, qu'il y a une phase avant la Première Guerre mondiale et qu'après après la Première Guerre mondiale, on est dans une autre phase où les équilibres budgétaires, les équilibres des prélèvements, les équilibres des impositions ne sont plus les mêmes. Et là, je l'évoque, c'est pour ne pas ressusciter une mauvaise querelle avec Daniel Lefebvre. Daniel Lefebvre a toujours raison du point de vue de l'analyse du budget français, puisqu'il fonctionne avec une calculette sur les feuilles d'impôt. Donc, il a raison du point de vue de la part du budget métropolitain qui comble, si je puis dire, les déficiences du budget de l'Algérie, mais ça ne change rien absolument au rapport colonial. Ça ne change rien au rapport colonial où le résultat des prélèvements et des ressources est affecté entre les 2 tiers et les 3/4 à l'économie proprement coloniale. Donc, à ce moment-là, si je puis dire, ça ne change pas le fond de l'inégalité économique qui est interne à la colonisation. Ce problème-là, une seconde de publicité, je l'ai évoqué dans un article où je profite de faire un grand compte-rendu de la thèse d'Armut El-Sedans, qui malheureusement n'était pas avec nous, et qui vient de paraître il y a 8 jours dans l'annuaire de l'Afrique du Nord qui existe encore et qui s'appelle 1964. Donc vous pouvez vous reporter à ce texte où je discute ces histoires de la thèse de Lefebvre et de l'interprétation générale sur les rapports inégaux que présente Armut El-Sedans, en montrant que la colonisation aboutissait à être remplacée par une introduction des grandes sociétés dans le capitalisme internationalisé. Donc, c'est à l'arrière-plan de notre discussion économique. Le dernier point, si je puis dire, pas le dernier point, mais un des points très importants, 2 points qui sont liés. Ahmed Enni tente de répondre à la question pourquoi pas de bourgeoisie marchande algérienne ou pas de classe porteuse du mouvement national. Et sa réponse, je la simplifie si je puis dire, la paupérisation produite par l'État colonial français, cette paupérisation d'abord disqualifie les notabilités de la société algérienne. Les disqualifie lentement, ou les disqualifie par leur collaboration, puis les disqualifie sauf exception. Bon, mais il y a quand même une mise en dehors des possibilités du mouvement national, des chances du mouvement national, de ces notabilités, puisqu'elles ont été trop collaboratrices. C'est elles qui prélevaient, c'est elles qui opéraient le prélèvement, hein, puisque c'était les intermédiaires à qui on affirmait en quelque sorte le prélèvement sur la société algérienne. Et la deuxième raison, c'est que la possibilité de constituer une classe moyenne algérienne ou une classe marchande algérienne a été limitée précisément par la force, l'intensité de cette dislocation de la société algérienne, à la fois par la paupérisation des terres et à la fois par la paupérisation fiscale. Donc il y a des relais difficiles à travers la constitution de ce qui serait un corps moyen de bourgeoisie algérienne. Et la conséquence, c'est la part plus grande et même majeure prise par les paupérisés, c'est-à-dire parce que Ahmed Enni appelle la sous-prolétarisation, et ce qui se traduit par la part plébéienne majeure dans le mouvement national. Là, on rejoint les thèses de l'histoire politique, mais cette explication est quand même très importante si l'on fait des comparaisons avec les voisins ou avec d'autres parts de l'histoire coloniale, comme Hubert Bonin avait évoqué la comparaison avec l'Égypte. On a là un domaine d'histoire comparative où les rapports de classe et les aboutissements de l'État indépendant ne sont pas les mêmes à travers cette différence d'intensité, si je puis dire, de la question coloniale. Alors, gros problème évoqué par les adjectifs et les noms qu'emploie Ahmed Enni,
c'est que l'économie a été, en quelque sorte, a abouti à une ethnicisation économique et une ethnicisation des catégories de représentation. Et moi, j'emploierai pas le mot communautariste parce qu'il trompe un peu les choses, mais je crois qu'il y a une question très forte qui n'est plus du domaine strictement économique. C'est la nature même de la colonisation. Alors là, je vais faire mon petit numéro d'une seconde. La colonisation, quelle qu'elle soit, britannique, hollandaise, etc., a pour rapport profond un rapport inégal entre les deux sociétés, la société colonisée et la société coloniale. Et ce rapport est fondé sur l'interdiction, je force les termes, l'interdiction de la société colonisée d'évoluer vers une société civile et politique. Je force les termes, bien sûr. Parce que le statut qui est imposé par les systèmes coloniaux, c'est un statut confessionnel et une démultiplication de statuts ethniques. Donc le chaos d'aujourd'hui est le produit de cette histoire coloniale. Et ça passe également par les rapports économiques ou les configurations économiques qu'Ahmed Edni nous a rapportées. Dernière intervention, en l'absence d'Ahmoud El-Senans, sa contribution a été présentée et résumée. Je vais m'efforcer également de dire ce qu'il apporte, parce qu'il faut avoir à l'esprit ce qui est apporté. Alors, Ahmoud El-Senans a tiré, c'était déjà dans sa thèse, et je fais remarquer que c'était très important dans sa thèse, parce qu'on en a marre de toujours répéter les histoires d'Ageron sur l'opinion française. Bon, d'abord, l'opinion, ça n'existe pas. Vous savez que c'est une interface qu'il faut analyser, discuter, etc. Bon, c'est pas la question. Ahmoud El-Senans a trouvé, dans les sondages des instituts qui n'ont pas été publiés, de l'Institut français d'opinion publique, a trouvé un sondage qui est au 30 août 1957 et qui donne l'opinion française suivant les catégories sociales et suivant les partis politiques. Alors, résultat brut par rapport aux partis politiques, la SFIO à 76% est attachée à la continuité de la présence de la France en Algérie. Plus de 76%. Le MRP, 74%. Comme je dis, il y a peut-être un petit scrupule religieux. Les radicaux et les républicains de gauche à 78,9%. Ça fait allusion à la Troisième République nationale républicaine coloniale. Ils sont coloniaux jusqu'au bout. Les paysans indépendants, on se demande ce que ça peut être, mais politiquement c'est quelque chose. À 79,6%, l'Algérie c'est la terre de France. Hein. Et les gaullistes à 77,6%. Donc à 2% près, c'est la même chose. Seuls les communistes, les gauchistes ne sont pas dans les sondages, ils sont trop petits. Hein. Donc seuls les communistes ne pensent que l'œuvre coloniale française a été bonne ou assez bonne qu'à 28%. Tous les autres pensent qu'elle est bonne à 80%. Hein. Vous voyez, ça répond à la question d'aujourd'hui. L'opinion française à 80%, à près de 80%, pensait que la colonisation était bonne. Bon. Sauf ces infâmes communistes qui participaient à des activités françaises et qui, du reste, étaient débordés dans leurs activités françaises par l'extrême gauche. Je caricature pas, hein. Ce sont les résultats des chiffres. Alors, deuxième temps, mais je ne reviens pas dans le détail, deuxième temps, c'est le moment intermédiaire. Quand après le discours sur l'autodétermination du général de Gaulle, les solutions intermédiaires émergent. À ce moment-là, il y a rétablir l'ordre d'un tiers, faire des réformes et les faire aboutir un tiers, et ne savent rien un tiers. Bon. Mais l'évolution d'une Algérie en dehors de la propriété française devient pensable. Pour un tiers des Français seulement, mais devient pensable. Et le dernier temps, bien sûr, c'est la réalisation à reculons de l'indépendance par le général de Gaulle, après une guerre qui a été plus massive, plus tragique, plus destructrice, et qui a duré plus longtemps sous la Ve République que sous la 4e. Ça veut dire que les obstacles
les obstacles que De Gaulle avait à surmonter, pas les obstacles historiques. Tout le monde savait, De Gaulle lui-même, que l'Algérie finirait par être indépendante. Il avait une pensée d'histoire pour penser que le terme était inévitable. Mais c'est pas ça le problème, c'est pas une pensée rationnelle d'historien. Le problème, c'est pourquoi il a fallu vaincre ces obstacles. Alors les deux obstacles qui s'avèrent les plus forts et qui sont évidents au 13 mai 1958, c'est la collusion de l'armée, enfin de l'armée dans son activisme, hein, et la collusion des activismes qui représentent l'Algérie française et que nous appelons bêtement pieds noirs. Bon. Et cette collusion, il a fallu la démonter. Alors De Gaulle a opéré une reconversion de l'armée dans son angle de tir, c'est-à-dire vers l'Europe et vers l'arme nucléaire, qui n'a pas besoin d'être une grande arme nucléaire. L'essentiel, c'est qu'elle soit française, hein, qu'elle soit tricolore. Bon. Et ensuite, et après, ça sera un discours tiers-mondiste qui redonnera un rôle à la France. La reconversion vis-à-vis des Algériens a été douloureuse, mais c'est là que le principe de réalité joue. C'est là que l'on découvre que l'avantage ou la rentabilité de la colonie algérienne est très faible et que ça n'a aucune raison d'aller en péril. Alors, il y a eu un point de discussion, il y a eu deux points de discussion intéressants. Un point de discussion sur quelle place joue le pétrole et le Sahara. Je pense qu'Armout sous-estime cette importance parce que c'est ce qui a fait les discussions finales pour les accords d'Évian et c'est ce qui a fait l'avenir de l'Algérie d'aujourd'hui. Bon. Donc là, c'est quelque chose qu'il ne faut peut-être pas sous-estimer, y compris dans l'évolution de ce que j'appelle le capitalisme de français d'État, c'est-à-dire l'articulation entre les sociétés publiques et les sociétés privées, et qui est très importante dans le domaine pétrolier. Là, on a un problème qu'il ne faut pas traiter à la légère, parce que, évidemment, ça ne figure pas dans les sondages d'opinion. Deuxième objection, élément de discussion très intéressant qui a été soulevé par Jean-Pierre Gagnon, c'est que tous ces sondages, Jean-Pierre Gagnon, tous ces sondages nous donnent l'opinion en métropole. Et en réalité, on ne sait pas grand-chose sur l'opinion des Français d'Algérie. Et l'opinion des Français d'Algérie, il faudra aller la pêcher au niveau des élections, des conseils généraux, des bagarres départementales ou centrales, alors qu'il n'y a pas d'autres instruments. Et peut-être que ça nous révélerait que l'activisme Algérie française, ou l'activisme même des militaires, est quelque chose qui dissimule en réalité les changements qui ont pu s'opérer à l'intérieur des Européens, de l'opinion des Européens d'Algérie. Conclusion de la conclusion, le malheur de tout cela, c'est que tous les historiens que j'ai entendus disent toujours la France et ils disent toujours l'Algérie. C'est-à-dire qu'on est encore dans la primauté d'une histoire d'identification nationale. Et à mon avis, tant qu'on dira la France et tant qu'on dira l'Algérie, on n'analysera pas précisément les contradictions et les transformations qui sont celles de la formation nationale. La formation nationale algérienne s'est faite avec les handicaps de destruction de société que j'ai dit, avec une centralisation administrative hypertrophiée et avec une existence où, somme toute, ce qu'on appelait autrefois la bourgeoisie d'État, se trouve la seule possible, comme dirait Amédéni, aujourd'hui, à assumer la privatisation de l'État. Vous voyez, donc c'est bien l'ensemble de la formation nationale qu'il faut étudier et non pas se glorifier en disant l'Algérie ceci, l'Algérie cela. De la même façon pour la France, ça n'a aucun sens. Et il ne s'agit pas... la France n'est pas dans l'Algérie, car c'est cher à la France, de Daniel Lefebvre. L'idée de France n'est pas une idée historique. C'est un discours de primauté nationale. Pour faire de l'histoire, il faut sortir de ce rapport dominé par les précédentes identités nationales, d'autant plus qu'elles sont mises à mal aujourd'hui. Merci. Un mot
Pour terminer, les séances plénières ne sont pas des lieux de discussion. En revanche, les sessions thématiques le sont et la discussion peut y être prolongée sur les forums qui sont mis en ligne depuis ce matin concernant chacune des sessions thématiques. Donc si vous avez des questions rentrées ou des interventions que vous n'avez pas pu faire, vous êtes invité à les faire sur ces forums de discussion.